Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La représentation parlementaire des autochtones en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nicolas Clinchamp. Maître de conférences, Université de la Nouvelle-Calédonie. Résumé. La réflexion sur la représentation parlementaire se trouve au cœur de l'approche juridique du rapport entre pouvoirs et politiques. À la base de la formation des assemblées politiques, elle apparaît de ce point de vue initial et commande à cet égard ce rapport. Dans l'espace océanien, l'analyse exhaustive des différents cas de figure mérite un intérêt certain, mais peu exploitable en quelques pages. Aussi paraît-il plus judicieux de se pencher sur des exemples emblématiques. Par leur importance, ne serait-ce que territoriale, l'Australie et la Nouvelle-Zélande forment deux objets de recherche extrêmement intéressants. En effet, ces deux États indépendants fondés sur le colonialisme britannique ont suivi des évolutions radicalement différentes dans le rapport entre les populations européennes et autochtones. Les premières ont très vite cherché à prendre en considération les secondes en Nouvelle-Zélande, alors qu'elles ont dans un premier temps cédé à la tentation génocidaire en Australie. L'émergence et l'évolution de la représentation parlementaire s'en est ressentie. Alors que la Nouvelle-Zélande a mis au point un système de représentation particulière des intérêts maoris, l'Australie a d'abord marginalisé ou exclu ceux des aborigènes. L'analyse de l'évolution historique de la représentation parlementaire met ainsi en évidence deux phénomènes opposés. Exclusif en Australie, inclusif en Nouvelle-Zélande, qui semblent perdurer. Abstract. Native Parliamentary Representation in Australia and in New Zealand. The formation of legislative bodies being foremost and hence the driving force behind power politics relationships, a judicial approach to the latter must derive from the core issue of parliamentary representation. It would be quite interesting, although not workable here, to conduct an exhaustive analysis of the different case scenarios present in the Oceanian arena. In these few pages, we will only examine a few emblematic examples, two of the most interesting being Australia and New Zealand because of their importance, be it only their sheer size. Although both independent and founded by British colonialism, these states have followed two radically different routes in the development of the relationships between European and native population. In New Zealand, the former have very quickly sought to take the latter into consideration, whereas in Australia they have at first given into genocidal temptation. The emergence and evolution of parliamentary representation have been affected by this radical difference in treatment. Whereas New Zealand set up a system of representation for Maori interest, Australia started by marginalizing or excluding its aborigine. En analysis of the historical evolution of parliamentary representation thus pinpoint at two opposite and seemingly listing trends: exclusiveness in Australia, inclusiveness in New Zealand. Dans tout le pays, nous avons des arbres auxquels étaient attachés ceux qui étaient condamnés au fouet et que l'on montre encore aux enfants pour leur rappeler d'où ils viennent. Alexis Wright, croire en l'incroyable. Le bon avait suivi le moins bon dans la spirale de nos jours. Patricia Grace, Potiki l'homme amour. Le rapport entre pouvoirs et politiques, analysé sous l'angle juridique, dépend en premier lieu de l'emploi du singulier ou du pluriel. Envisagé au pluriel, le terme pouvoir renvoie à une dimension institutionnelle essentiellement articulée autour de la relation exécutif-législatif. Les politiques appartiennent pour leur part davantage à la sphère de la sociologie politique et visent le personnel ou l'action politique. Au singulier, le pouvoir ne connaît pas de véritable définition juridique. Si les constitutions l'organisent, elles ne le définissent pas pour autant. Seule l'origine latine du terme peut apporter un éclaircissement, potestas signifiant capacité d'agir. Politique au singulier revêt de son côté une nature polysémique selon qu'il s'agisse d'un adjectif, une activité pouvant être de ce point de vue qualifiée de politique, ou d'un substantif masculin, correspondant à un champ social d'affrontement et de régulation d'intérêts, ou encore féminin se rapportant à la conquête, à l'exercice du pouvoir. Loin de s'affronter, les deux notions se conjuguent à tel point que le pouvoir politique se rapportant a priori à l'État forme la pierre angulaire du droit constitutionnel.
Georges Burdeau considère ainsi que l'apparition de cette forme particulière du pouvoir qu'est l'État traduit déjà l'intention de renforcer la soumission des gouvernants à l'idée de droit d'où procède le pouvoir qu'ils exercent. Mais plus encore, la Constitution réalise cette soumission puisqu'elle pose les conditions dans lesquelles les volontés gouvernementales pourront être considérées comme obligatoires. Sur le plan institutionnel, l'exercice du pouvoir politique relève principalement de l'exécutif. Cependant, les assemblées parlementaires ne lui sont pas étrangères, loin s'en faut. Souvent cantonnées à la figure du contre-pouvoir, elles apparaissent pourtant comme un véritable lieu de pouvoir à part entière. Pouvoir normatif et de contrôle de l'exécutif. Se pose alors la question de la légitimité de ce pouvoir. Le modèle démocratique pose le principe de la prise en compte globale de la société comme critérium de la représentation parlementaire. Cette caractéristique première du Parlement se retrouve partout, dans le monde démocratique. Cela se traduit concrètement, en principe, par un découpage électoral du territoire en circonscriptions. Ces dernières créent alors un lien entre géographie et démographie. Le lieu de résidence détermine l'inscription sur des listes électorales dressées dans des circonscriptions géographiques délimitées sur une base généralement démographique. Pour autant, cette règle ne peut en aucune manière être synonyme d'uniformité. Cela signifie que la représentation parlementaire est compatible avec celle d'intérêts particuliers, à condition toutefois qu'elle envisage celle de la société tout entière dans au moins l'une de ses composantes. L'exemple emblématique est fourni par le Parlement de Westminster partagé entre la Chambre des communes élue au suffrage universel direct et celle des lords assurant la représentation de divers intérêts. Dès lors, le lien entre la résidence et l'exercice du droit de vote peut être concurrencé, notamment par un autre lien fondé, lui, sur la classe sociale, le rôle économique, la confession religieuse, voire l'origine de l'électeur. La diversité d'intérêts particuliers qui traversent la société peut donc avoir des répercussions sur la représentation parlementaire, au-delà des clivages partisans communs aux démocraties libérales. Dans l'espace océanien, la conjugaison d'intérêts particuliers renferme, dans un certain nombre d'hypothèses, une dimension ethnique. Cela peut alors amener à une réflexion sur la représentation parlementaire des autochtones. Se pose de ce point de vue, la question de la nature de cette prise en compte. Dans une démocratie où s'applique en principe le suffrage universel, cela peut aller de la simple tolérance ethnique des autochtones dans la représentation parlementaire à la mise en œuvre de règles spécifiques visant à leur assurer une présence, plus ou moins en marge du suffrage universel. À ce titre, les situations de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande peuvent retenir l'attention. Ces deux États indépendants fondés sur le colonialisme britannique ont suivi des chemins radicalement différents dans le rapport entre les populations européennes et autochtones. Alors que la Nouvelle-Zélande a très tôt mis au point un système de représentation particulière des intérêts maoris, l'Australie a d'abord marginalisé ou exclu ceux des aborigènes. L'analyse historique de la représentation parlementaire met ainsi en évidence deux phénomènes opposés, exclusif en Australie et inclusif en Nouvelle-Zélande, Pour la période récente, d'un côté, la Nouvelle-Zélande a poussé plus en avant la représentation des intérêts particuliers maoris, et de l'autre, l'examen de conscience des errances de la politique de l'Australie blanche a fini par conduire à la reconnaissance du droit de vote et de la citoyenneté aux aborigènes, mais ces évolutions n'enlèvent rien à l'opposition issue du processus historique, 1. L'évolution historique opposée des représentations parlementaires. Cette évolution trouve son origine dans l'adoption du parlementarisme au milieu du XVIe siècle. Avec le colonialisme britannique pour décor, l'Australie et la Nouvelle-Zélande prirent pour ainsi dire naturellement le Parlement de Westminster pour modèle. De prime abord, le mimétisme institutionnel ne présageait guère d'une quelconque prise en compte de la composante autochtone de la population, du moins à la chambre basse, ne serait-ce que par la transposition du tout-party système. Au demeurant, ce scénario semble bien avoir été adopté en Australie, conduisant à une représentation parlementaire pouvant se définir comme étant de nature exclusive. En revanche, la Nouvelle-Zélande paraît s'en être démarquée, jouant rapidement la carte d'une représentation pouvant être considérée par opposition comme étant de tendance inclusive,
à l'émergence d'une représentation exclusive en Australie. À l'origine, la représentation parlementaire australienne peut se traduire par une exclusion institutionnelle. La politique, pour ainsi dire génocidaire, conduite par les colons européens sous couvert de la doctrine de la terra nullius, a mené à la quasi-disparition des aborigènes qui ne représentent aujourd'hui que 2,4% de la population australienne, soit environ 430 000 individus, alors qu'ils étaient estimés approximativement à 1 million en 1788. Dans les années 1850, l'élection des premières assemblées politiques autonomes a donné sans ambiguïté le droit de vote au sujet britannique. Ce fut le cas en Australie du Sud en 1856, à Victoria en 1857, en Nouvelle-Galles du Sud en 1858 ou encore en Tasmanie en 1896. Au demeurant, dans un premier temps, ce droit n'a pas toujours été pour autant interdit aux aborigènes pour une raison assez simple. Les incitations à ne pas s'inscrire sur les listes électorales suffirent, dans un contexte de domination européenne, à les dissuader. En fait, le droit-vote a été toléré dans certains États et exclu dans d'autres. Cette dernière solution fut ainsi adoptée de manière explicite au Queensland, en 1885, et en Australie occidentale, en 1893. En revanche, en 1894, l'Australie du Sud a voté une loi spécifiant que le droit de vote était accordé à tout adulte, homme ou femme, y compris les femmes aborigènes, si bien que dans cet État, les aborigènes ont pu s'inscrire sur les listes électorales et voter aux élections locales et fédérales. Mais à bien y regarder, ce geste n'avait semble-t-il rien de gratuit et paraissait s'inscrire en fait dans une politique d'acculturation ciblée. C'est certainement cela qui a donné aux aborigènes la possibilité de voter, comme par exemple, dans le district de Point Macleay, terre d'accueil d'une célèbre mission connue pour avoir favorisé la conversion au christianisme de nombre d'entre eux. Ces signes d'ouverture au vote, quelles qu'en furent les raisons, connurent pourtant un coup d'arrêt avec l'indépendance et la création du Commonwealth of Australia, le 1er janvier 1901. La politique d'assimilation de l'Australie blanche fut officialisée, et la timide progression du droit de vote concédé aux aborigènes resta sans suite, et pour de longues années. Les motifs avancés pour justifier ce gel portèrent sur une interprétation oiseuse de l'article 41 de la Constitution, relatif au droit de vote. Les listes électorales devaient, de la sorte, être arrêtées sur la foi des résultats des recensements. Or, la réalisation de ces derniers était matériellement considérée comme infaisable auprès des populations aborigènes reculées. Cette exclusion partielle fut entérinée par le Commonwealth Franchise Act de 1902 en vertu duquel étaient écartés du droit de vote, non seulement les aborigènes qui n'avaient pas été antérieurement inscrits sur les listes électorales, mais également les Asiatiques, les Africains et tout habitant originaire des îles du Pacifique, à l'exception toutefois de la Nouvelle-Zélande 14. De manière mécanique, ceux qui étaient trop jeunes pour être inscrits sur les listes électorales en 1901 ne pouvaient prétendre à y figurer par la suite. En pratique, les agents électoraux pouvaient cependant décider, selon des critères basés sur le mode de vie européen, qu'un individu était ou non natif aborigène. L'adoption d'un tel mode de vie permettait alors de considérer les personnes comme n'étant pas d'origine aborigène, et le droit de vote pouvait ainsi leur être accordé. Là encore, le droit de vote était directement lié à l'acculturation. Pour que la situation évolue dans une autre direction, il fallut attendre les années 1920 et l'affaire Mita Buloch. Cet électeur d'origine indienne, né à Karachi, inscrit sur les listes électorales de 1901, introduisit un recours en justice visant à lui faire reconnaître le droit-vote. Le juge y répondit favorablement en application de la loi de 1902. Mais cette affaire mit l'Inde, appartenant comme l'Australie au Commonwealth, en émoi. Elle fit pression sur le gouvernement australien qui, ayant reconnu, en 1923, les recommandations de la Société des Nations, SDN, relatives au traitement des nationaux d'origine étrangère, finit en 1925 par accorder le droit de vote à tous les individus d'origine indienne. Si les droits civiques leur étaient accordés, il devenait difficile de les refuser aux aborigènes. Pourtant, le gouvernement ne fit aucun geste en ce sens.
Il faudra alors attendre leur participation à la Seconde Guerre mondiale pour voir l'adoption du Commonwealth Electoral Act de 1949, accorder ce droit aux anciens combattants aborigènes. Ce jugement de Salomon ne sera plus tenable dans les années 1960, théâtre de la naissance de grands mouvements de contestation à l'échelle planétaire concernant aussi bien l'écologie que la condition des femmes ou encore celle des Noirs aux États-Unis. Avec, entre autres, la création du Federal Council for Aboriginal Advancement, FCAA, les revendications pour l'obtention du droit de vote vont s'intensifier et conduire à son octroi dans plusieurs États comme par exemple l'Australie occidentale en 1962. Sur le plan fédéral, une commission parlementaire fut formée à ce propos en 1961. Ses conclusions allèrent dans le sens d'une reconnaissance du droit de vote. Le Commonwealth Electoral Act fut alors amendé dans cette direction en mars 1962. Depuis sa reconnaissance par le Queensland en 1965, le droit de vote est globalement accordé aux aborigènes. En 1967, un référendum adopté par 90,7% des votants finit également par admettre la prise en compte des aborigènes lors des recensements. Ils sont depuis lors légalement considérés comme des citoyens. B. L'émergence d'une représentation inclusive en Nouvelle-Zélande. L'ancrage très ancien du suffrage universel en Nouvelle-Zélande s'est accompagné très tôt d'une politique visant à assurer une présence maori au Parlement. Le point de départ de ce processus se confond avec l'adoption, en 1852, du principe du gouvernement représentatif, permettant l'organisation des premières élections législatives en 1853. Mais, à cette époque, le suffrage censitaire fondé sur le droit de propriété individuelle écarta du droit de vote la majeure partie des Maoris traditionnellement attachés à la propriété collective des biens, au profit des Pakeha européens qui occupèrent la totalité des 51 sièges des deux chambres du Parlement. Entre 1850 et 1860, les Maoris firent alors campagne pour être représentés. Cette revendication finit par avoir des conséquences. En 1867, un droit de vote spécifique leur fut ainsi accordé pour élire des représentants auxquels 4 sièges séparés, Separate Maori Seats, étaient réservés. La création de ces sièges, initialement prévue pour une période provisoire de 5 ans, était basée sur un ensemble de circonscriptions spéciales. Les premiers MPS Maoris firent ainsi leur entrée au Parlement dès 1868. Par la suite, le droit de suffrage fut encore élargi avec la suppression de cens en 1879 puis l'adoption du suffrage universel par l'octroi du droit de vote aux femmes en 1893. Dimension organique du Parlement, la représentation en commande à certains égards les aspects formels et matériels. De ce point de vue, l'entrée des Maoris aura 2 conséquences. Sur le plan formel, la procédure parlementaire dut s'adapter. L'arrivée de MPS Maori posa en effet, dès 1868, la question de l'interprétation en raison de leur faible niveau d'anglais. Même si à l'origine, l'étiquette parlementaire imposait l'emploi de la seule langue de Shakespeare, il fallut très vite se rendre à l'évidence et accepter l'usage du te reo, la langue maori. En pratique, toutefois, la mise sur pied d'un véritable service de traduction et d'interprétation dut attendre les années 1880, et ce n'est que depuis 1985 que les langues officielles du Parlement sont l'anglais et le te reo. Sur le plan matériel, l'octroi de seulement 4 sièges séparés permit certes l'entrée des Maoris au Parlement, mais pour autant, leurs revendications politiques sont longtemps restées lettre morte. Ainsi, la croyance selon laquelle le rôle représentationnel des députés maoris se limitait aux questions étroitement liées à la collectivité maori, et était donc réduit par rapport à celui des autres membres du Parlement, a persisté chez les députés de race blanche. Il fallut en réalité attendre le début du XXe siècle pour voir se manifester leur influence. 2. L'opposition actuelle des représentations parlementaires. Pour la période récente, les politiques de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande à l'égard de la prise en compte des autochtones dans la représentation parlementaire a connu une évolution, mais dans des directions différentes. D'une part, l'Australie s'est engagée dans un double processus, celui de l'égalitarisme dans la représentation parlementaire et aussi du particularisme, mais en marge de cette représentation a
D'autre part, la Nouvelle-Zélande a continué sur la voie de l'approfondissement en adoptant la représentation proportionnelle tout en maintenant les sièges réservés, b. à les faux-semblants de l'égalitarisme australien. La représentation parlementaire australienne n'envisage aucune règle particulière à l'égard des aborigènes. La tolérance de leur citoyenneté se trouve noyée par l'application d'une politique égalitariste. Les règles relatives à l'élection des représentants sont les mêmes pour tous, si bien que le sentiment d'exclusion persiste. Le Parlement fédéral, Parliament of the Commonwealth of Australia, est bicaméral égalitaire. Le Sénat Senate comporte 76 sénateurs et la Chambre des représentants, House of Representatives, 150 députés. Les députés sont élus pour 3 ans au scrutin uninominal alternatif. Ce dérivé du scrutin britannique permet d'élire un député par circonscription, Commonwealth Electoral Division, en classant par ordre de préférence décroissant l'ensemble des candidats qui s'y présentent. En pratique, les partis distribuent à leurs partisans des cartes indiquant les préférences à mentionner sur le bulletin. Ces directives, certes facultatives, enlèvent une partie du suspens électoral en raison d'une discipline de vote traditionnelle. Les bulletins font ensuite l'objet d'un premier dépouillement. Si un candidat obtient la majorité absolue, il est élu. À défaut, le dernier candidat est éliminé et l'on procède à un nouveau dépouillement. L'opération se renouvelle en tant que de besoin. Moins brutal que le scrutin uninominal majoritaire à un tour, le scrutin alternatif permet à des partis de coalition, comme le Parti national, allié permanent du Parti libéral, de présenter et de faire élire des candidats. Toutefois, l'effet déformant du scrutin majoritaire à un tour demeure et peut conduire à une inversion des résultats. Ainsi, lors des élections générales de 1954, le Parti travailliste, avec plus de 50% des premières préférences, n'obtint que 49 sièges contre 64 pour le Parti libéral, avec seulement 47% de celles-ci. En pratique, la stratégie des alliances préélectorales est fondamentale car chaque candidat allié exclu permet d'augmenter les voix des préférés. À cet égard, l'élection fédérale de 1990 est exemplaire. Le travailliste Neville Newell n'avait que 27% des premières préférences contre 41% pour Charles Blunt, leader du Parti national et chef de la coalition avec les libéraux. Le premier l'emporta finalement avec 50,5% de l'ensemble des voix, grâce aux alliances, notamment avec Helen Caldicott du mouvement antinucléaire dont il récupéra 77% des votes alternatifs. Le mandat des sénateurs est de 6 ans, et il se renouvelle par moitié tous les 3 ans dans les États. Il n'est, toutefois, que de 3 ans pour les 4 sénateurs des territoires fédéraux. Au Sénat, chaque État est représenté par 12 sénateurs et chaque territoire continental par 2. Le mode de scrutin, qui a connu de profonds changements, mérite un bref rappel de ces évolutions, du scrutin alternatif à la représentation proportionnelle. De 1919 à 1946, les sénateurs furent élus au scrutin plurinominal alternatif permettant de classer 3 candidats à la fois par circonscription. Les bulletins faisaient l'objet de 3 dépouillements alternatifs successifs. Cela pouvait avoir un effet démultiplicateur sur le résultat de l'élection. Ainsi, en 1925, avec 45% des voix, les travaillistes n'obtinrent aucun siège, alors qu'en 1943, ils les enlevèrent tous avec 55,1% des voix. À partir de 1946, ce système a été remplacé par la proportionnelle afin de représenter les différents partis. Toutefois, de 1949 à 1984, le vote unique transférable a été adopté. Cette version proportionnaliste du vote alternatif permet à l'électeur de classer ses candidats préférés par ordre décroissant dans le cadre de circonscriptions plurinominales. Un quotient particulier est calculé en fonction du nombre de sièges à pourvoir et du nombre de suffrages exprimés. À partir de ce calcul, la répartition des sièges se fait en fonction du quotient. Si aucun candidat n'atteint le quotient, les moins préférés sont éliminés. Le candidat qui atteint ou dépasse le quotient est élu, l'éventuel surplus de voix étant réparti sur les candidats suivants. Dernière mutation vers une plus grande diversification de la représentation. Depuis 1984,
les électeurs disposent d'un choix entre le vote unique transférable et la représentation proportionnelle de listes avec vote préférentiel. Les formations de taille modeste y jouent un rôle charnière dans la mesure où les partis de gouvernement ont peu de chances d'avoir la majorité absolue. Après avoir brossé ce tableau des règles générales de la représentation parlementaire, reste à y chercher l'éventuelle prise en considération des aborigènes. Désormais tolérés sur le plan politique et institutionnel, ces derniers ne bénéficient pas pour autant d'une reconnaissance particulière. Ils se trouvent dans une situation égalitariste qui, au vu de leur très faible importance numérique, ne favorise guère leur présence dans la représentation parlementaire. Il faudra donc attendre 1971 pour voir la nomination de Neville Bonheur, libéral, premier sénateur d'origine aborigène, désigné pour combler un siège vacant avant d'être élu en 1983 par le Queensland. Cette première n'aura guère de conséquences sur le plan fédéral, car aucun aborigène n'a été élu à ce jour à la Chambre fédérale des représentants. Aden Ridgway, démocrate, fut le seul autre sénateur aborigène à siéger entre 1999 et 2005. Cette situation est dénoncée par les aborigènes. Ainsi, l'Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, ATSIC, recommanda dans un rapport de 1995 l'adoption d'une politique inspirée du précédent néo-zélandais visant à attribuer des sièges réservés aux aborigènes au sein des assemblées politiques du Commonwealth et des États. Cela est pour l'instant resté sans suite. Sur le plan politique, les partis aborigènes ont une existence toute récente. Certes, dès les années 1920 vont apparaître des cadres formels aux revendications. Ainsi, l'un de ces premiers mouvements fut l'Australian Aboriginal Progressive Association, AAPA, qui, avec le soutien de sympathisants blancs, a permis de faire entendre la voix de la contestation aborigène en Nouvelle-Galles du Sud. Les groupes politiques vont même se multiplier dans les années 1930 avec la création notamment de l'Australian Aboriginal League, AAL, et de l'Aborigine Progressive Association, APA, sans pour autant participer à la vie électorale du pays. Il faudra attendre le début des années 2000 pour voir apparaître des partis aborigènes briguant des sièges dans les parlements fédéraux ou locaux. Ce fut notamment le cas de l'Aboriginal Political Party, AP, créé en 2001, ou de Your Voice, créé en mai 2004, mais pour l'heure, la totalité des parlementaires aborigènes, fédéraux ou locaux, ont été élus avec une étiquette nationale, travailliste dans la plupart des cas. Le système du vote transférable unique conduit à la bipolarisation entre le Parti travailliste, d'une part, et l'alliance du Parti libéral et du Parti national, d'autre part. À part les Verts australiens, les petits partis aborigènes notamment n'ont guère de chance d'être élus à la Chambre des représentants. Par ailleurs, la représentation proportionnelle n'a pour l'instant engendré parmi les petits partis qu'une représentation non aborigène au Sénat. Le découpage électoral de la Chambre haute y est certainement pour beaucoup. La très faible proportion d'aborigènes dans les États laisse peu de chances d'obtenir un des 12 sièges à pourvoir dans chacun d'eux. Seul, le territoire du Nord avec 28,8% d'aborigènes pourrait le permettre. Cependant, ce dernier ne dispose que de 2 sièges, réduisant arithmétiquement les chances d'élection. L'accès des aborigènes à la représentation parlementaire est également toléré sur le plan local, suivant une logique égalitariste identique à celle appliquée au niveau fédéral. Les membres des parlements, qui peuvent être bicaméraux ou monocaméraux, sont, sauf exception, élus au scrutin uninominal alternatif dans les chambres basses et à la représentation proportionnelle dans les chambres hautes. Le poids démographique joue alors un rôle déterminant et montre une présence aborigène surtout au sein du Parlement du Territoire du Nord. Depuis 1971, avec seulement 17 aborigènes élus, dont 11 au Parlement du Territoire du Nord, le bilan de leur représentation à l'échelle locale reste décevant. Aujourd'hui, parmi les 8 aborigènes élus, 5 siègent au Parlement du Territoire du Nord, 2 à celui de l'Australie occidentale et 1 dans celui de la Nouvelle-Galles du Sud. Ils appartiennent tous à des partis politiques nationaux, principalement le Parti travailliste. Au-delà de la simple tolérance égalitariste, un pas significatif en faveur des aborigènes a tout de même été franchi en 1973, mais en marge de la représentation parlementaire. La création,
sous l'impulsion du gouvernement dirigé par le Premier ministre travailliste Gough Whitlam, du National Aboriginal Consultative Committee, NACC, a ainsi mobilisé environ 27 000 aborigènes lors de son élection. Mais sur le fond, l'ambition restait modeste car il s'agissait seulement de mettre en place une sorte de forum destiné à donner une voix à l'opinion aborigène pouvant être entendue par le gouvernement. Le NACC sera remplacé en 1978 par une nouvelle instance consultative élue, la National Aboriginal Conference, NAC, créée pour réorienter la politique indigéniste. Le gouvernement de Canberra a par la suite cherché à responsabiliser davantage les aborigènes en mettant en place, en 1990, l'Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, ATSIC. Il s'agissait d'une commission composée de représentants aborigènes des 35 conseils régionaux australiens. Afin de mobiliser les électeurs, l'inscription sur les listes électorales et le vote étaient obligatoires, tout comme d'ailleurs concernant les élections générales. L'ATSIC a certes permis de mettre en œuvre une représentation aborigène sur le plan étatique, mais il paraît excessif de considérer pour autant qu'il s'agisse là d'une véritable représentation parlementaire. De ce point de vue, cette commission ne semble guère correspondre aux critères matériels du parlementarisme. Une assemblée parlementaire de type fédéral ou, dans une certaine mesure, locale doit pouvoir exercer un pouvoir législatif dans un champ de compétences législatives. Or, l'ATSIC ne pouvait être amenée à intervenir que dans le cadre d'un mandat bien précis destiné, avec un budget d'environ 1,2 milliard unités astronomiques $, à la gestion des terres et à la préservation de la culture aborigène. La représentation n'était donc pas véritablement parlementaire, mais plutôt fonctionnelle ou néocorporatiste. En pratique, l'ATSIC n'a jamais été véritablement en mesure de gérer ce budget dans le sens du mandat qui lui était accordé, conduisant le gouvernement à lui retirer ses pouvoirs. Finalement, l'ATSIC a été supprimée le 24 mars 2005 ainsi que les conseils régionaux, le 30 juin de la même année. Depuis novembre 2004, les intérêts aborigènes sont représentés par le National Indigenous Council, NIC, conseil consultatif dont les 14 membres, figures politiques, économiques, culturelles ou sportives du pays, sont nommés par le gouvernement. Son rôle consiste à donner des avis dans un certain nombre de domaines comme le développement et la mise en œuvre de politiques à destination des aborigènes, les relations entre les programmes spécifiquement aborigènes et les services fédéraux, les priorités budgétaires nationales. À l'évidence, ce type d'organisme qui s'apparente à un comité d'experts se situe assez loin de la notion de représentation parlementaire. En marge de l'égalitarisme parlementaire et du particularisme extra-parlementaire, existe, depuis une dizaine d'années, une dernière forme de représentation particulière des intérêts aborigènes, mais elle est circonscrite à une zone territoriale bien précise et détachée du continent australien, celle du détroit de Torres. La Torres Strait Regional Authority, TSRA, a été créée le 1er juillet 1994 pour représenter les populations autochtones du détroit de Torres. Le Torres Strait Islander Act de 2005 accorde une véritable autonomie aux îles du détroit et des compétences particulières au TSRA dans différents domaines, et notamment en matière sociale ou concernant la justice. L'Assemblée du TSRA est composée de 20 membres. 18 d'entre eux sont les présidents élus des îles et 2 sont directement élus par la population. Les électeurs ont le choix de voter pour l'élection des présidents ou celle des représentants directs. De par sa composition et ses compétences, cette assemblée locale peut s'apparenter à une sorte d'assemblée parlementaire qui, en son sein, assure la défense d'intérêts autochtones particuliers. Marginale par son caractère extracontinental, elle l'est également du point de vue institutionnel. B. L'approfondissement du particularisme néo-zélandais. Aujourd'hui, l'État unitaire se conjugue, en Nouvelle-Zélande, avec le monocamérisme. Considéré par une partie de l'opinion comme inutile du fait de ses faibles pouvoirs, l'ancienne Chambre haute, le Legislative Council, Conseil législatif, a été abolie par le Legislative Council Abolition Act de 1950, entré en vigueur le 1er janvier 1951. Le Parlement se compose donc de la Reine de Nouvelle-Zélande et de la Chambre des représentants composée de 120 sièges. Les députés,
sont élus pour 3 ans selon un mode de scrutin mixte à dominante proportionnelle. Introduit en 1993, à la suite d'une plainte portée devant le tribunal de Waitangi et de 2 référendums, le Mixed Member Proportional Representation, MMP, a été mis en œuvre pour la première fois en 1996. Il a mis fin au two-party système de tradition britannique issu du First Past the Post, FPP, le scrutin uninominal majoritaire à un tour. Ce système avait pour conséquence de provoquer l'élimination du tiers parti et une distorsion entre le nombre de suffrages exprimés et le nombre de sièges obtenus. Le nouveau mode de scrutin est inspiré du système allemand, dit proportionnel par compensation. L'attribution des sièges se fait désormais par 2 voix. L'électeur dispose de 2 bulletins de vote. L'un mentionne les candidats inscrits sur la liste générale, couvrant 62 sièges attribués suivant le scrutin uninominal. L'autre porte sur les candidats intronisés par les partis concernant 51 sièges attribués selon la formule de Sainte-Laguë, avec un seuil de représentativité fixé à 5%. Les députés élus à la proportionnelle viennent s'ajouter, en compensation, à ceux élus au scrutin majoritaire afin d'atteindre une représentation proportionnelle globale sur le plan national. Cette révolution électorale copernicienne a permis l'entrée de petits partis au Parlement et notamment celle du Parti maori représenté, avec 2,12% des suffrages et 4 députés, en dehors de l'attribution de sièges séparés. Afin de rattraper la sous-représentation originelle 50 maoris, le nombre de sièges réservés, qui n'avait jamais été changé, est passé à 7 pour mieux tenir compte de la proportion d'électeurs inscrits sur les listes réservées. Les Maoris peuvent se présenter sur la liste générale ou partisane, comme tout candidat. À cela s'ajoutent les 7 sièges de la liste réservée, dont 5 sur la liste générale, qui permettent aux Maoris de se présenter à la tête d'un parti ou de manière indépendante. La représentation des Maoris se trouve donc renforcée dans une double direction, commune et particulière. La première leur permet de se présenter et d'être élus comme tout citoyen. La seconde leur réserve des sièges. Les électeurs maoris ont donc le choix de s'inscrire, soit sur la liste électorale réservée, soit sur la liste générale. Les candidats briguant ces sièges particuliers sont alors inscrits sur des bulletins séparés. La mobilisation de l'électorat maori est alors facilitée par 2 facteurs procéduraux. D'une part, l'inscription sur les listes électorales est obligatoire pour l'ensemble des électeurs, y compris maoris. D'autre part, l'administration néo-zélandaise organise tous les 5 ans une campagne d'information destinée à faciliter l'inscription des Maoris sur les listes électorales. Sur le plan individuel, chaque électeur maori reçoit une lettre l'informant du choix qui lui est offert de s'inscrire sur la liste réservée ou sur la liste générale. Sur le plan collectif, les documents électoraux sont accessibles en langue maori dans l'ensemble des bureaux de poste qui assurent la tenue des listes électorales et sur Internet. Toutefois, le mode de scrutin est identique quelle que soit la nature des sièges brigués. Mise en œuvre selon cette dichotomie, la MMP a ainsi permis d'augmenter le nombre de Maoris au Parlement, qui forment aujourd'hui 17,3% des MPS, pour 15,3% 54 au sein de la population du pays. La Nouvelle-Zélande réalise ici une sorte de représentation descriptive ciblée. Conclusion. La réflexion portée sur la question de la représentation parlementaire en Australie et en Nouvelle-Zélande revient finalement à poser celle de la reconnaissance des droits des peuples autochtones, sous un angle particulier, celui des droits politiques. Cela ne peut avoir véritablement de sens en dehors de la démocratie qui, seule, est en mesure d'assurer la pluralité. Cette notion communément admise comme étant de nature partisane peut également prendre une dimension ethnique, les 2 acceptions n'étant pas exclusives l'une de l'autre. Reste alors à savoir comment la démocratie peut assumer la diversité ethnique. Il existe de ce point de vue, une palette de politiques allant de la ségrégation à l'autonomie, en passant par l'assimilation, l'intégration, la fusion ou le pluralisme. Toutes ces hypothèses peuvent se rencontrer dans le cadre démocratique. Au fond, tout dépend de la conception qui en est faite. Poussée à l'extrême, la vision chère à Hans Kelsen de la démocratie formelle peut conduire à l'apartheid, pour peu que l'on oublie de poser la question du contenu de l'ordre étatique.
Il en ressort alors une vision fidéiste de la démocratie qui pose uniquement le primat de la source démocratique du pouvoir sur le contenu libéral des normes. Or, Hans Kelsen précise justement que l'approche de la représentation parlementaire ne peut se limiter à une vision égalitariste conduite par une majorité. D'abord, la réalité sociale s'insurge contre ce que l'on a parfois appelé très justement les hasards arithmétiques. Dans la réalité sociale, la majorité numérique n'est pas toujours décisive. Cette réflexion, à propos du rapport politique entre majorité et opposition, trouve un écho vis-à-vis de la question de la représentation autochtone. Dans une formulation très proche, il a pu ainsi être écrit que la démocratie n'est pas une arithmétique, elle se mesure plutôt au degré de diversité qu'elle est disposée à reconnaître et capable de gérer 66. Ainsi, l'Union interparlementaire a pu observer que certains systèmes électoraux tels que le First Past the Post, dans lequel le candidat ayant le plus de voix l'emporte, sans deuxième tour, déprécient inévitablement la valeur des scrutins dans certaines circonscriptions et peuvent aboutir à des législatures non représentatives, ajoutant que article 25, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ratifié par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ni la libre expression de la volonté populaire ne trouvent leur aboutissement dans les systèmes entièrement majoritaires. De ce point de vue, la Nouvelle-Zélande semble avoir pris la mesure du pouvoir et de la liberté, dont Montesquieu dénonçait la confusion, alors que l'Australie paraît encore figée à une vision fidéiste de la démocratie. Internet. http://www.ibc.net.au http://www.abs.gov.au http://www.election.gov.nz http://www.parliament.gov.nz http://www.stat.gov.nz Étude comparée des gouvernements de Fidji et de la Nouvelle-Calédonie. Marion Bastogi. Docteur Province Sud. Résumé. La Constitution de la République des îles Fidji de 1997 contient un grand nombre d'innovations juridiques dont un gouvernement constitué à la représentation proportionnelle. Le gouvernement fidjien est composé des représentants des différents groupes politiques de l'archipel. Il est une des réponses institutionnelles à un problème politique apparemment insoluble, celui de concilier de faire cohabiter les Fidjiens de souche et les Indo-Fidjiens. Le fonctionnement de l'exécutif de Fidji peut se révéler difficile, car les intérêts de la majorité et de la minorité sont souvent divergents. De plus, les dispositions de la Constitution se heurtent parfois aux aléas de la vie politique. Ainsi, pour être viable, le gouvernement de Fidji fait appel de la part des forces politiques en présence à une grande capacité de dialogue et à la volonté permanente de trouver un consensus. Abstract, Comparative Study of the Governments of Fiji and New Caledonia. The 1997 Fiji Constitution contient a law of legal innovation, including a government based on proportional representation. The government of Fiji is made up of representatives from the different political groups in the country. It is an institutional response to an apparently insoluble political problem, the cohabitation of Fijians, Melanesians and Indo-Fijians. The functioning of Fijian executive can prove difficult because the interests of the majority and those of the minority are often different. Furthermore, the Constitution provisions sometimes come up against unexpected events in political life. Thus, to be viable, the government of Fiji calls upon a great ability to communicate and a permanent desire to find a consensus on the part of the political force present. À quelques heures de vol de la Nouvelle-Calédonie, Fidji s'est doté d'un système politique complexe présentant des similitudes non négligeables avec la Nouvelle-Calédonie. Fidji est fortement marqué par sa pluriethnicité, et plus particulièrement par le clivage entre Fidjiens de souche et Indo-Fidjiens. Ce clivage se retrouve dans tous les domaines de la vie courante, et notamment au niveau politique.
Depuis 1970, date à laquelle l'archipel accède à l'indépendance, le contexte politique de Fidji est conditionné par la bipolarité entre ces deux ethnies. Ainsi, les partis politiques se singularisent par l'ethnie de leurs membres et non par leurs idées politiques. Comme la Nouvelle-Calédonie, Fidji a connu dans les années 80 de nombreuses violences liées à la confrontation entre les deux principaux camps. Elles s'y sont soldées par 2 coups d'État en 1987. En 1997, quelques mois avant la signature de l'accord de Nouméa du 5 mars 1998, la nouvelle constitution de la République des îles Fidji est adoptée. Elle a pour objectif de permettre une meilleure cohabitation entre les différentes communautés ethniques vivant dans l'archipel, et plus précisément entre la communauté mélanésienne et la communauté indo-fidjienne. Pour ce faire, la constitution fidjienne met en place des institutions originales dont un gouvernement constitué à la représentation proportionnelle. Cet exécutif doit permettre aux Fidjiens de souche et indo-fidjiens de se partager le pouvoir et d'apprendre à vivre ensemble. C'est le même projet qui apparaît alors en Nouvelle-Calédonie. Un gouvernement constitué à la représentation proportionnelle permet-il de progresser dans l'art de gouverner les différences et de vivre ensemble ? Quels sont les enseignements de l'expérience fidjienne ? Afin de répondre à ces questions, nous étudierons dans un premier temps les fondements du gouvernement pluraliste de Fidji, puis nous attacherons au fonctionnement de cet exécutif dans la durée. 2. 1. Les fondements du gouvernement pluraliste de Fidji. À Fidji, bien plus qu'en Nouvelle-Calédonie, les différentes populations sont encore bien souvent étrangères les unes aux autres, malgré quelques timides rapprochements. Ces clivages ethniques et culturels engendrent souvent une situation politique instable à l'intérieur du territoire. Ainsi, le système de démocratie majoritaire applicable dans les sociétés occidentales n'y est pas toujours adapté et il est parfois préférable de recourir à un modèle consensuel où chaque groupe peut espérer participer au pouvoir. Les fondements sociopolitiques. 1. Les fondements sociaux. La colonisation a donné naissance à une société plurielle bipolarisée autour 2 principales communautés. La communauté autochtone et la communauté indienne issue de l'immigration. Les Fidjiens de souche habitent l'archipel depuis plus de 3000 ans. Comme la société mélanésienne en Nouvelle-Calédonie, la société fidjienne autochtone est profondément hiérarchisée et le groupe prime sur l'individu. Les Indo-Fidjiens sont arrivés à Fidji à partir de 1879. Ils ont été recrutés sous contrat, à la demande de l'administration coloniale britannique, comme main-d'œuvre pour travailler dans les exploitations de canne à sucre. À la fin de leur contrat, la majorité des Indo-Fidjiens se sont installés dans l'archipel et leur nombre a dépassé celui des autochtones en 1946. Les différentes populations vivant à Fidji, et principalement les Fidjiens de souche et les Indo-Fidjiens, ont toujours cohabité de manière séparée. L'administration coloniale n'a ni cherché à intégrer les 2 communautés ni à favoriser leurs échanges, si bien que lorsque l'archipel accède à l'indépendance en 1970, les communautés mélanésiennes et indiennes vivent de manière complètement cloisonnée avec pour chacune la conservation de sa langue, de ses rites religieux, ses usages et ses coutumes. La distance qui sépare les 2 communautés perdure encore aujourd'hui et crée de nombreuses hostilités et des a priori de part et d'autre. Notons par ailleurs que contrairement à la Nouvelle-Calédonie, à Fidji, le métissage est encore très faible. Dans ces circonstances, il ne paraît donc pas aisé de rassembler les populations fidjiennes autour d'un projet de société commun. 2. Les fondements politiques. À l'instar de la Nouvelle-Calédonie, Fidji a connu une histoire politique mouvementée due là aussi à la crainte des autochtones d'être écartés du pouvoir dans leur pays. Le véritable conflit politique ne débute concrètement à Fidji que dans les années 1980, mais comme en Nouvelle-Calédonie, il trouve son origine dans la colonisation. Dans les années 1960, la communauté indo-fidjienne, qui prône la mise en place d'une démocratie libérale, demande l'accession de l'archipel à l'indépendance. Les Fidjiens de souche, bien qu'ils soient en faveur de plus d'autonomie, sont beaucoup moins enthousiastes à cette idée car ils craignent d'être dominés par la communauté indo-fidjienne. Ironie du sort,
ce ne sont pas les premiers habitants de l'archipel qui ont demandé l'indépendance à l'administration coloniale, comme cela est notamment le cas en Nouvelle-Calédonie et dans la plupart des pays colonisés. Finalement, après de nombreuses négociations et l'assurance donnée aux Fidjiens de souche qu'ils conserveraient leur suprématie, l'archipel accède à l'indépendance en 1970. Jusqu'en 1987, c'est le Parti de l'Alliance, dirigé par Ratu Mara, qui est au pouvoir. C'est un parti dit pluriethnique, majoritairement composé d'autochtones qui prône la mise en place d'une société multiraciale. En avril 1987, le Fidji Labour Party à majorité indo-fidjienne gagne les élections. La réponse autochtone à la victoire indo-fidjienne est immédiate. Le 14 mai, Sitiveni Rabuka organise un coup d'État et s'empare du pouvoir politique. Face à l'instabilité persistante du pays, il conduit un deuxième coup d'État en septembre afin de renforcer son exigence d'un contrôle complet du pouvoir par les Fidjiens de souche 76. Une nouvelle constitution est adoptée le 25 juillet 1990. Elle prévoit une représentation restreinte de la communauté indo-fidjienne et un contrôle prééminent des Fidjiens de souche au sein du gouvernement. Cette constitution est rapidement condamnée et considérée comme raciste à Fidji et dans le reste du monde. Il faut attendre 1997 pour qu'une nouvelle constitution, plus démocratique et assurant une meilleure prise en compte de la communauté indo-fidjienne soit adoptée. On constate donc que dans les sociétés profondément divisées comme Fidji et la Nouvelle-Calédonie, où le critère ethnique prime souvent sur la politique, il s'avère difficile de mettre en place des institutions de type majoritaire à l'instar de la France ou de la Grande-Bretagne. B. Les fondements théoriques. La constitution d'indépendance de Fidji est restée en vigueur près de 20 ans. Le système qu'elle a mis en place a été totalement remis en cause par les Fidjiens de souche lorsqu'ils ont perdu le pouvoir. Les politiques fidjiens ont tenté de mettre fin à la crise en modifiant les institutions existantes. Mais, la constitution discriminatoire de 1990 a été condamnée par la majorité indo-fidjienne qui refusait d'être mise en minorité. Ainsi, on constate que dans les pays comme Fidji où la race est un facteur crucial dans l'histoire politique du pays, il est difficile de mettre en place un système de démocratie majoritaire avec une majorité et une opposition, à l'instar des pays occidentaux. En effet, dès lors qu'un groupe accède au pouvoir, quel que soit le type d'élection utilisé, les autres groupes humains vivent la défaite de leur parti politique comme celle de leur communauté tout entière, et ils se sentent dominés par un groupe ethnique dans lequel ils ne se retrouvent pas, dont les croyances et les pratiques leur sont complètement étrangères. Dans les années 1970, le politologue néerlandais Arend Ligifar a développé le concept de démocratie consociative comme alternative à la démocratie majoritaire dans les sociétés multiraciales. Il s'agit d'un modèle de démocratie dans lequel la majorité et les minorités font valoir leur voix, et où l'on tente de rechercher le consensus. Pour ce faire, les différentes communautés sont pilarisées, c'est-à-dire qu'elles disposent chacune de leurs propres institutions, dans tous les secteurs de la vie courante, et la prise de décision se fait au sommet par les élites. La démocratie consociative apparaît très vite comme la solution pour les sociétés divisées, et elle semble être la preuve que le rejet de la démocratie majoritaire dans certains pays ne signifie pas pour autant le rejet de la démocratie. Mais la démocratie consociative reste une notion basée sur des exemples concrets, expliquant le fonctionnement de systèmes existants depuis de nombreuses décennies. On ne peut pas pour autant proposer la théorie de la démocratie consociative, comme l'alternative à la démocratie majoritaire dans les sociétés divisées telles que Fidji. Certains de ces éléments peuvent toutefois y être transposés. D'ailleurs, la Constitution de 1997 s'en est largement inspirée, notamment en créant un gouvernement constitué à la représentation proportionnelle. Ainsi, Fidji, comme la Nouvelle-Calédonie, tente de réunir au sein d'un projet commun les deux principales communautés de l'archipel jusque dans l'exécutif. Encore faut-il que ce type de structure se révèle viable. 2. Le gouvernement pluraliste de Fidji, dans la durée. Réunir au sein de l'exécutif les deux principales communautés de l'archipel fidjien ne manque pas d'ambition. Les juristes ont dû faire preuve d'imagination pour créer des institutions à la fois consensuelles et viables,
permettant d'associer la minorité sans pour autant paralyser la majorité. A. Les institutions fidjiennes sont chaque jour confrontées aux aléas de la vie politique. B. A. Les institutions gouvernementales. 1. La désignation proportionnelle du gouvernement. A. Un mode de désignation rarissime. Si la représentation proportionnelle a été adoptée, dans de nombreux pays, mais pas en France aujourd'hui, pour l'élection des assemblées parlementaires, il est exceptionnel d'utiliser ce système pour désigner l'exécutif. En parcourant les manuels de droit constitutionnel, on constate l'absence d'écrit sur une telle structure. Il faut remonter jusqu'à la fin du XIXe siècle pour trouver quelques éléments sur un hypothétique gouvernement constitué à la représentation proportionnelle. À cette période, le débat sur la représentation proportionnelle dans les assemblées législatives était vif, et quelques auteurs se sont intéressés aux avantages et inconvénients qu'elle pourrait présenter pour la désignation de l'exécutif. La plupart des proportionnalistes ayant écrit sur le sujet sont très réticents à ce type de structure. L'application de notre réforme aux élections législatives ne saurait faire hésiter une minute les proportionnalistes. Il n'en est pas de même de l'application de notre réforme aux élections des membres d'un collège exécutif. Le gouvernement doit appartenir à la majorité seule. Le gouvernement a pour but en effet de gouverner et d'agir, il doit donc réunir en son sein une forte majorité. Ainsi, un de ses auteurs disait que rarement on aurait à s'occuper pour la nomination du pouvoir exécutif, d'une juste représentation des électeurs. En effet, on peut discuter du poids que doit avoir la minorité dans une assemblée délibérante, mais dans le pouvoir exécutif, il ne saurait y avoir autre chose d'une décision homogène. Ce modèle d'exécutif est effectivement rare, pour ne pas dire inexistant. À Fidji, la Constitution de 1997 prévoit expressément la désignation du gouvernement à la représentation proportionnelle. B. Les dispositions de la Constitution de 1997. L'article 98 de la Constitution prévoit que le président de la République désigne le membre de la Chambre des représentants qui, selon lui, est le plus apte à former un gouvernement susceptible d'obtenir la confiance de la Chambre. Pour former son cabinet, le Premier ministre doit se conformer aux dispositions de l'article 99 de la Constitution. L'article 99.3 affirme tout d'abord que le Premier ministre doit établir un cabinet multipartite conformément aux dispositions du présent article. Ainsi, la composition de l'exécutif doit autant que possible représenter de manière juste les partis présents à la Chambre des représentants, art. 99.4. L'alinéa 5 du même article précise également que tout parti ayant obtenu au moins 10% des sièges de la Chambre des représentants doit être invité à participer au gouvernement, au prorata de sa représentativité parlementaire. Les partis politiques invités à siéger au gouvernement peuvent toutefois, conformément à l'article 99A7 de la Constitution, décliner l'offre du Premier ministre. Dans ce cas, le Premier ministre doit partager les postes ministériels auxquels ce parti aurait eu droit parmi les autres partis, y compris le sien dans la proportion autant que possible, de leurs droits respectifs résultant de l'alinéa 5 ci-dessus, art. 99A7. Cependant, on pense que le refus d'un parti politique de participer au gouvernement serait contraire à l'esprit de la Constitution de 1997. 2. Le fonctionnement du gouvernement. La Constitution ne prévoit que très peu de règles concernant le fonctionnement du cabinet. Il n'est donc pas aisé de déterminer clairement les modalités de prise de décision au sein de l'exécutif. On relève toutefois que la Constitution de 1997 favorise une prise de décision par consensus. À l'instar du Premier ministre britannique, le Premier ministre fidjien, en tant que maître de l'exécutif, dispose de l'ensemble des attributions gouvernementales qu'il décide ensuite de déléguer ou non. L'esprit de la Constitution et la proportionnalité instituée au sein de l'exécutif nécessitent toutefois un minimum de dialogue. Par ailleurs, le silence des textes peut être interprété comme la volonté des rédacteurs de laisser une large place à la négociation et au compromis dans la prise de décision gouvernementale. Il est cependant difficile d'en cerner les limites. Par exemple,
jusqu'où le Premier ministre doit consulter ou agir conformément aux attentes du cabinet? Le vide juridique laissé par la Constitution de 1997 sur le fonctionnement du cabinet laisse donc une grande flexibilité aux dirigeants dans la conduite des affaires de l'archipel. Le processus décisionnel au sein du cabinet peut, semble-t-il, varier en fonction du choix effectué par les personnes au pouvoir. Cette flexibilité présente à la fois des avantages et des inconvénients. En effet, d'une part, elle permet de s'adapter à chaque situation en fonction des personnalités au pouvoir et du type de décision à prendre. Mais d'autre part, un trop grand vide juridique peut paralyser le système lorsque les leaders politiques n'arrivent plus à se mettre d'accord. On sait en effet que même en Nouvelle-Calédonie, où la loi organique contient des dispositions précises sur le fonctionnement du gouvernement, il est souvent difficile de parvenir à un accord. La constitution fidjienne paraît donc beaucoup attendre de la part des hommes politiques fidjiens et de leur capacité à s'entendre. Il apparaît que c'est dès la formation du gouvernement, avant même son fonctionnement, que les problèmes se posent. B. Les difficultés de mise en œuvre. 1. Les difficultés institutionnelles. A. Dans la désignation du Premier ministre. Les premières élections qui ont eu lieu sous la Constitution de 1997 se sont tenues en mai 1999. En dépit du grand nombre de partis candidats aux élections de mai 1999, deux coalitions ont dominé la campagne électorale. La coalition SVTNF-PUGP et la coalition FLPF-APPANU ou la People's Coalition. La coalition FLPF-APPANU, en obtenant 52 des 71 sièges de la Chambre des représentants, gagne les élections. Le FLP, avec 37 sièges, devient le parti majoritaire. Son leader, M. Chaudhry, est donc désigné Premier ministre. C'est ainsi que la première fois dans l'histoire de l'archipel, un Indo-Fidjien a été nommé Premier ministre de Fidji. L'expérience d'un gouvernement dirigé par un Premier ministre indo-fidjien sera cependant de courte durée. Le 19 mai 2000, George Speight, fils d'un parlementaire de l'opposition, fait irruption accompagné d'hommes armés dans le Parlement de Fidji et prend en otage plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre. 10 jours plus tard, l'armée fidjienne impose la loi martiale au pays et suspend la Constitution de 1997. Depuis, c'est bien un Premier ministre mélanésien qui est à la tête de l'exécutif 93. Une nouvelle tentative de nommer un Premier ministre indo-fidjien ne devrait pas réapparaître de sitôt, ce qu'on peut analyser comme un échec du dispositif. B. Dans la formation du gouvernement. Suite aux élections de 2001 qui ont eu lieu après le coup d'État, deux partis étaient susceptibles de siéger au sein du gouvernement, le FLP de M. Chaudhry et le SDL de El Kharaz. 50, Kharaz, leader du SDL et sorti majoritaire au Parlement, a été désigné Premier ministre le 10 septembre 2001. Pour former son gouvernement, El Kharaz était dans l'obligation d'inviter le FLP à rejoindre le cabinet. C'est bien ce qu'il a fait, mais espérant toutefois que M. Chaudhry déclinerait son offre et qu'il deviendrait le leader de l'opposition à l'Assemblée. Mais le FLP, à la grande surprise du SDL, a accepté son invitation à siéger au cabinet. El Kharaz n'a toutefois pas pris en compte la volonté du FLP et a formé son cabinet sans y inclure les travaillistes, considérant que les dispositions de l'article 99 de la Constitution étaient inapplicables. M. Chaudhry a porté l'affaire en justice, dénonçant le non-respect par El Kharaz de l'article 99 de la Constitution. Les différentes juridictions fidjiennes ont été amenées à se prononcer sur la question. Finalement, la Cour suprême a déclaré dans un arrêt du 18 juin 2003 que le Premier ministre doit établir un gouvernement multipartite dont la composition devra, autant que possible, représenter équitablement les partis représentés à la Chambre des représentants. Elle déclare que le Premier ministre a bien l'obligation, selon l'article 99.5, tous les partis qui ont obtenu au moins 10% des sièges à la Chambre des représentants. M. Chaudhry et El Kharaz n'ont malheureusement pas réussi à trouver un compromis quant à la formation d'un gouvernement. C'est notamment sur le nombre de sièges auxquels les travaillistes peuvent prétendre que les partis se sont une nouvelle fois trouvés en désaccord. Il a fallu attendre l'issue des élections de mai 2006 pour qu'un gouvernement pluraliste
Mais l'on constate que bien plus que les mécanismes institutionnels, ce sont les rapports humains qui ont bien souvent mis en péril le gouvernement proportionnel de Fidji. 2. Les difficultés politiques. À Fidji plus qu'en Nouvelle-Calédonie, on l'a vu, les divisions entre Fidjiens de souche et Indo-Fidjiens sont d'abord ethniques et se traduisent ensuite au niveau politique. Ces deux aspects sont indissociables l'un de l'autre. Les Mélanésiens et les Indo-Fidjiens se sentent chacun menacés par l'autre communauté. Alors que les premiers prônent la sauvegarde des intérêts autochtones, les seconds demandent le partage du pouvoir au sein de l'archipel. Ainsi, dit Tevita Balaiwaka, le but politique fidjien est le contrôle total de leur île. Mais pour la population indo-fidjienne, c'est le partage du pouvoir. La confrontation de ces deux fins est la cause de la crise permanente de Fidji. 95. La Constitution de 1997 devait enfin permettre de concilier la volonté des deux principales communautés de l'archipel. Mais, le coup d'État de mai 2000 organisé par George Speight s'oppose à l'espoir d'une réconciliation interethnique et à une cohabitation institutionnelle. Ainsi, à la question de savoir quelle est la solution au problème politique fidjien, de nombreux auteurs répondent que les Fidjiens d'origine doivent se sentir en sécurité et être assurés qu'ils ne seront jamais dominés dans leur pays et sur leurs propres terres. Ce serait, selon eux, la seule solution à long terme pour instaurer la paix et la prospérité dans l'archipel. Dans une telle optique, la direction politique de Fidji devrait toujours revenir entre les mains des Fidjiens de souche avec l'association au pouvoir politique des Info-Fidjiens. Le cabinet multipartite a pourtant été conçu par la Constitution de 1997 dans le but de faire cohabiter Fidjiens de souche et Indo-Fidjiens au sein de l'exécutif, quel que soit le parti et par conséquent, le groupe ethnique sorti majoritaire des élections. L'adoption d'un gouvernement constitué à la représentation proportionnelle dans les sociétés plurielles a un fort potentiel à faire progresser dans l'art de gouverner les différences et de vivre ensemble. Toutefois, les mécanismes institutionnels, même les plus sophistiqués, ne sauraient suffire à atteindre cet objectif. La véritable difficulté réside dans la volonté des populations et notamment des hommes politiques à dépasser les différences. Ces quelques éléments d'analyse de la situation à Fidji devraient encourager les Calédoniens. La formule très originale du gouvernement constitué à la représentation proportionnelle, que les deux pays connaissent, est source de bien des difficultés. On le sait bien en Nouvelle-Calédonie. Mais les hésitations, les réticences du processus fidjien sont de nature à nous enseigner que par comparaison, la Nouvelle-Calédonie ne s'en sort pas si mal. Il s'agit ni plus ni moins que du respect de l'autre. Le chemin commun est encore plein de difficultés à Fidji. Espérons que la Nouvelle-Calédonie continuera à donner le bon exemple. De l'engagement militaire comme instrument de pouvoir politique. L'exemple de Fidji. Hélène Guaran. Doctorante, Université de la Nouvelle-Calédonie. Résumé. L'État fidjien est fortement marqué par le fait militaire et le militarisme. La société précoloniale était largement fondée sur la guerre et l'art de la faire. L'administration britannique, à partir de 1874, et les missions chrétiennes ont fait cesser les conflits armés, mais les Fidjiens, héritiers d'une puissante tradition guerrière, ont cherché à la maintenir en l'adaptant et l'ont utilisée pour rétablir puis consolider leur pouvoir politique, d'abord dans le cadre de la colonisation, puis pour préparer l'indépendance et donner à leur pays souverain une place significative sur la scène internationale. Le rôle politique des militaires fidjiens a pris une tournure toute différente à l'occasion des coups d'État de 1987 et 2000, aboutissant aux tensions entre le gouvernement et le commandement en 2006, et au coup d'État du 5 décembre 2006. Abstract, Military Engagement like Instrument Political Power. The example of Fiji. The Fijian state is strongly marked by the military and militarism. The pre-colonial society was largely based on warfare. The British administration, from 1874, as well as the Christian mission, ended the armed conflict, but the Fijians, heir to a powerful war tradition, sought its maintenance, adapted it and used it to restore and consolidate their political power, first under the frame of colonization,
then to prepare independence and to provide their sovereign country with a significant place on the international scene. The political role of the Fiji military have been of different nature during the coup of 1987 and 2000, leading to the confrontation between the government and the military command in 2006, and to the coup of the 5 of December 2006. Le rôle politique des militaires fidjiens est un sujet d'actualité. L'année 2006 a été marquée par l'opposition forte et très médiatisée, entre le Premier ministre Laisenia Karas et le commandant des Republic of Fiji Military Force, RFMF, le commodore Bainimarama, jusqu'à ce que le 5 décembre, le commodore conduise le 4e coup d'État de l'histoire de Fidji. Pendant des mois, le commandé RFMF avait exigé notamment que le chef du gouvernement renonce à 3 projets de loi, qu'il affirme l'illégalité du coup d'État de mai 2000, qu'il écarte les ministres qui y ont participé et ceux qui sont corrompus et qu'il évince le chef australien de la police. Le Premier ministre répétait qu'il dirigeait un gouvernement issu d'élections libres et justes, et que c'est au Parlement légalement élu d'établir la législation du pays. La politique du gouvernement Karas consistait largement en une discrimination positive, affirmative action, en faveur des Mélanésiens. L'un des principaux motifs de l'opposition entre les deux hommes tenait au fait que le commodore considère que les Indo-Fidjiens, qui constituent presque la moitié de la population de Fidji, sont des citoyens à part entière et ne devraient pas faire les frais d'une prétendue prééminence des intérêts et des droits des Fidjiens mélanésiens. Et que le gouvernement et le Parlement, s'ils mettent en œuvre une politique contraire aux intérêts du pays, ne sont pas légitimes et ne respectent pas les vrais principes démocratiques. Certes, il est paradoxal que l'homme qui se veut être le rempart de la démocratie enfreigne si ostensiblement certains de ses principes fondamentaux, mais dans le contexte historique, social et politique fidjien, son attitude peut s'expliquer et se comprendre. En effet, à Fidji, le rôle politique des militaires est ancien et important, et l'engagement militaire, celui des individus qui choisissent la carrière des armes, comme celui de l'État qui envoie ses hommes par milliers en opérations extérieures, y est un instrument de pouvoir politique. L'administration britannique, à partir de 1874, et les missions chrétiennes, ont fait cesser les conflits armés, mais les Fidjiens, héritiers d'une puissante tradition guerrière, ont cherché à la maintenir en l'adaptant et l'ont utilisée pour rétablir puis consolider leur pouvoir politique, d'abord dans le cadre de la colonisation, puis pour préparer l'indépendance et donner à leur pays souverain une place significative sur la scène internationale. Mais le rôle politique des militaires fidjiens a pris une tournure toute différente à l'occasion des coups d'État de 1987 et 2000, aboutissant aux tensions entre le gouvernement et le commandement en 2006, et au coup d'État du 5 décembre 2006. 1. Aperçu de l'histoire militaire de Fidji. Fidji est un pays où le militarisme est omniprésent, et l'histoire militaire de ce pays se confond avec son histoire tout court. Dans les sociétés des temps précoloniaux, les guerriers étaient les instruments essentiels du pouvoir des chefs. C'est par les victoires de ces combattants qu'un chef maintenait son influence. La guerre était une occupation naturelle des hommes qui étaient tous supposés combattre pour protéger la communauté, même s'il existait aussi des combattants spécialisés. L'art de la guerre constituait une part importante de l'initiation virile des adolescents. L'importance du rôle social des guerriers était telle que, à l'image des nobles, ils étaient suivis dans la mort par leurs femmes. En outre, les dieux réclamaient des sacrifices humains, les guerres donnaient donc l'occasion d'obtenir les victimes. Guerre et religion étaient mêlées. Sans guerre, on risquait de manquer d'offrandes, d'affamer les dieux et les prêtres et de provoquer des désastres, affaiblissant ainsi immanquablement le pouvoir politique des chefs. Les fréquentes guerres opposaient les aspirants au titre de noblesse, au contrôle de territoires toujours plus étendus, à un prestige toujours plus grand. Chacun se devant de soutenir la politique du chef, des milliers d'hommes armés partaient à l'assaut de l'ennemi. Mais la confrontation était généralement de courte durée et le nombre des victimes limité. La victoire symbolique suffisante à satisfaire la faction dominante. Ces conflits ne visaient généralement pas à exterminer l'ennemi, qui avait pu être un allié auparavant et pourrait le redevenir, mais à rétablir ou instaurer un pouvoir politique. Les guerriers étaient donc un instrument majeur de la conquête et du maintien du pouvoir. Les chefs aptes à mobiliser,
entraîner et conduire les hommes au combat établissait la domination de leur chefferie sur de plus vastes zones. Les premiers échanges avec les Occidentaux entraînèrent l'introduction des armes à feu et l'engagement au service de certains chefs ou d'étrangers dont les compétences jouaient un rôle déterminant dans l'évolution de la politique. En effet, armes modernes et stratégies occidentales permirent à certaines communautés de prendre l'ascendant dans un dispositif où aucun groupe, semble-t-il, ne dominait durablement auparavant. C'est ainsi notamment que Kakobo, chef de l'île de Bo et des zones adjacentes, acquit une autorité qui le fit apparaître aux yeux des Occidentaux comme le plus important des leaders de l'archipel. En 1871, à Levuka. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.